Dimanche 19 décembre 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement, version française. Merci de nous choisir pour vous informer. La deuxième session ordinaire du Parlement a pris fin vendredi dernier. 13 projets de loi ont été adoptés au niveau de l'Assemblée nationale durant cette session. L'Assemblée nationale a également interpellé le pouvoir exécutif face à la situation dans laquelle se trouve le pays, notamment les inflations, les problèmes environnementaux et surtout la situation politique. Un reportage de Sylvain. La situation actuelle en matière environnementale résulte de notre action même, à rappel à la présidente de l'Assemblée nationale. Cette dernière a interpellé les autorités à prendre leur part de responsabilité pour y remédier. La mise en place du code minier, la maîtrise de l'inflation et de l'insécurité doivent être priorisées dans l'objectif d'apporter la sérénité au sein de la population malagasy, toujours d'après les explications de cette dernière. Un point sur les Vélerins a également été fait durant cette session. Les travaux dans le cadre de la réalisation des Vélerins du président de la République avancent et les résultats sont palpables d'après la présidente de l'Assemblée nationale. Les travaux figurent également dans le budget étatique de 2022, dans plusieurs infrastructures, mais surtout les solutions au Kéré. Au total, 9 projets de loi, de dépôts de loi, ainsi que de résolutions ont été adoptés au cours de cette deuxième session ordinaire. L'association des cultivateurs, appuyée par quelques maires, demande l'annulation de la récente loi sur les propriétés privées non titrées. Selon les explications apportées par ces derniers, cette loi risque de créer des complications au sein du monde rural. Leurs craintes concernent principalement la reprise de certaines propriétés par l'État et la présomption de propriété. Toujours un reportage de Sylvain sur les images de Sechengianab. La loi, adoptée en juin 2021, portant sur les propriétés privées non titrées, constitue une menace pour les exploitants terriers à Madagascar, selon les déclarations des maires et de l'association de cultivateurs. Seules les propriétés de ces 15 dernières années pourront être titrées, d'après cette loi, ce qui crée une appréhension sur la présomption de propriété chez les cultivateurs, c'est-à-dire que ces derniers ne sont en aucun cas protégés et ne seront pas compensés en cas de reprise de la propriété par l'État. Les procédures administratives dans ce cadre seront également compliquées pour les cultivateurs, étant donné le contenu de cette loi, celle-ci les démotive même à ne pas étendre leur production. La loi 2021-016 a déjà été adoptée par les deux chambres du Parlement, ces dernières ayant également expliqué que les propriétés non titrées ne reviendront pas à l'État. Et sur le plan éducatif, la politique éducative présente encore des lacunes selon les participants au symposium de l'éducation qui a eu lieu hier à Anous. L'objectif principal est d'améliorer l'éducation dans le cadre du développement du pays, mais cela ne se fera que si ce secteur retrouve la place qu'il mérite, d'après ce reportage de Sylvain et de Sechengianab. Le métier d'enseignant est un métier de la plus haute importance. Le développement du pays en dépend. Mais à Madagascar, ce dernier n'a pas la place qu'il mérite, raison pour laquelle les enseignants, éducateurs, se sont réunis en vue de trouver des solutions aux problèmes de ce secteur pour rendre sa valeur au secteur éducatif. La première étape, également une étape fondamentale, consiste à la reconsidération des enseignants dans leur métier, les former, les équiper pour qu'à leur tour, ils fournissent un enseignement de qualité pour les générations futures qui représentent l'avenir du pays. Les enseignants souhaitent se faire entendre. Les efforts de l'État malagasy sont bien visibles et appréciés dans ce secteur, si l'on ne cite que les aides aux enseignants durant les périodes de confinement, mais également l'intégration des enseignants FRAM au sein du corps des fonctionnaires. Les militaires et gendarmes vont eux aussi entamer la phase de la digitalisation. D'après le ministre de la Défense nationale, cela va débuter avec la paie des salaires, mais entre également dans le cadre de la facilitation de la communication et surtout la numérisation des données, d'après les explications. Un reportage de Sechengianab. L'armée se met à l'ère numérique. Une décision prise afin d'améliorer la gouvernance au sein de cette institution. Pour commencer, la digitalisation permettra de faciliter la perception de leur salaire selon les informations fournies par le ministre de tutelle, mais aussi pour éviter toute forme de détournement au détriment des militaires.
C'est un pas en avant dans l'amélioration du travail des militaires et des gendarmes et également de la gestion de l'évolution de la situation sécuritaire, selon toujours les précisions du ministre. Cette initiative a été possible grâce à la collaboration entre le ministère de la Défense à travers l'OTME et le ministère de la Poste, des Télécommunications et du Développement numérique. Comme nous l'avons déjà annoncé hier, Michel Domenicini, fondateur de l'agence Première Ligne, est décédé. Mais contrairement à ce qui a été véhiculé sur les réseaux sociaux, la famille du défunt a tenu à souligner que ce dernier n'est pas décédé de la Covid, mais d'un cancer qui était déjà au stade de métastase. Cet entrepreneur décédé dans sa 62e année était surtout connu dans l'organisation des foires et divers salons, mis à part son titre de vice-président d'Émergence Madagascar. L'équipe de Viva réitère ses condoléances à la famille du défunt. Et concernant les actualités internationales en France, le Conseil scientifique de la Covid-19 a appelé le gouvernement à instaurer des restrictions significatives face au risque de transmission de l'épidémie à l'occasion du réveillon de Nouvel An. Dans un avis publié samedi, une déclinaison territoriale n'est pas exclue, précise-t-il. Un reportage de France 24. Un feu d'artifice au-dessus de l'Arc de Triomphe et une ambiance festive. C'était le 31 décembre 2019. Mais cette année comme l'année dernière, le ciel de Paris ne s'illuminera pas. Les festivités sont annulées. Sur les Champs-Élysées cet après-midi, certains sont déçus, d'autres résignés. On ne voit pas le bout de tout ça. On nous stoppe toutes nos activités, toutes les choses qui nous rassemblent. Moi, je trouve ça pas génial. Il faut essayer de limiter quand même les dégâts de cette épidémie. Et, moi, je vais voir mes grands-parents et tout ça après le 31 décembre. J'ai pas envie que quoi que ce soit leur arrive, donc je suis prête à faire le sacrifice. Le 31 décembre, Gabriel Legrand aurait dû préparer les feux d'artifice de la capitale. Un contrat de 50 000 € annulé, soit une perte de 50% de son chiffre d'affaires pour le mois de décembre. On est clairement sur les derniers spectacles et on ne sait pas du tout quand on pourra reprendre. Et maintenant, il va falloir appeler tous ceux du mois de janvier, février, mars pour savoir ce qu'il en est et qu'est-ce qui va se passer. Même inconnu dans d'autres secteurs de l'événementiel. Chez ce traiteur à Bordeaux, les cuisines sont vides et les salariés au chômage partiel. D'habitude, c'est une ruche, il y a beaucoup d'activités. Là, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a personne. Rien que ce mois-ci, 40 événements ont été annulés. On était content d'avoir un redémarrage et on avait un signe fort de reprise sur ce mois. Et puis là, tout s'écroule, quoi. Même sentiment de désolation chez ce restaurateur. Donc là, vous avez l'espace DJ du restaurant, où quand on a les soirées privées, le DJ se met là et après, vous avez toute la piste de danse. Mais cette fois, interdiction de danser. Chacun devra rester à sa table. J'ai pris la décision de maintenir quand même le réveillon Saint-Sylvestre. Donc on va faire un dîner avec, on va dire, juste de la musique. Face à la reprise de l'épidémie, le gouvernement appelle toutes les mairies de France à renoncer aux festivités prévues. Les électeurs chiliens seront dimanche aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle. Ils doivent départager deux candidats inattendus que tout oppose. Toujours un reportage de France 24. Le Chili est divisé alors que les électeurs s'apprêtent à choisir leur nouveau président de la République. Deux candidats radicalement opposés se font face. D'un côté, José Antonio Cast, avocat d'extrême droite, père de 9 enfants catholiques pratiquants. Il est souvent comparé à Jair Bolsonaro ou même Donald Trump. Il a promis pendant sa campagne de lutter contre l'immigration et l'insécurité et d'avoir une main ferme pour cela. C'est sur ces thèmes-là qu'il a bâti sa popularité grandissante ces derniers mois. Face à lui, Gabriel Boric, 35 ans, ancien leader étudiant, c'est le plus jeune candidat de l'histoire à une élection présidentielle au Chili. Il s'est allié au Parti communiste. Lui, il promet une éducation gratuite pour tous et des réformes, notamment dans le domaine de l'accès aux soins. Ces deux candidats ont cravaché ces dernières semaines pour essayer de convaincre les électeurs centristes de voter pour eux. Difficile de savoir ce qui va se passer dans cette élection. Les deux candidats sont au coude à coude dans les derniers sondages. Quoi qu'il arrive, le candidat qui deviendra président de la République aura bien du mal à mettre en place des réformes puisqu'il aura avec lui un Parlement extrêmement divisé.
Les Hongkongais ont commencé à voter dimanche pour désigner leurs représentants au conseil législatif de la ville. Selon des nouvelles règles imposées par Pékin, seuls les patriotes peuvent se présenter à cette élection, d'après ce reportage de France 24. Cela signifie qu'il devrait y avoir peu de surprises quant à l'issue de ce scrutin tant il est contrôlé par Pékin. D'abord parce que toutes les candidatures ont été approuvées, validées en amont des élections par les autorités pro-Pékin. Pour avoir le droit de se présenter, les candidats devaient prouver leur patriotisme, leur respect du Parti communiste chinois et prouver qu'ils ne posaient pas de menace pour la sécurité nationale. Résultat, vous l'avez mentionné, la quasi-totalité de l'opposition et notamment les figures majeures des manifestations de 2019 sont soit en prison, soit en exil. Aujourd'hui, sur 153 candidats aux élections, seulement 3 se disent pro-démocratie. Autre nouveauté de cette reprise en main du système électoral, c'est qu'avant, la moitié des sièges du Conseil législatif étaient attribués au suffrage universel. Aujourd'hui, c'est seulement 20 sur 90. Les 70 autres sont soit désignés directement par les autorités pro-Pékin, soit élus, mais par des groupes d'intérêt généralement favorables au régime. C'est pour ça qu'on parle d'élections patriotes. Il faut également noter par ailleurs qu'appeler à boycotter ces élections ou appeler à voter blanc, c'est illégal. 10 personnes ont été arrêtées à Hong Kong pour ce motif, dont 2 simplement pour une publication Facebook. Et le gouvernement hongkongais a émis 5 mandats d'arrêt internationaux contre d'anciens députés pro-démocratie, dont Nathan Law au Royaume-Uni et Ted Hui en Australie. Les 2 avaient appelé la diaspora hongkongaise à ne pas participer à ces élections, des élections qu'ils qualifient de mascarade. Faut-il alors s'attendre à une abstention historique ? Eh bien, d'après un sondage, seulement 51% des 4,5 millions d'électeurs hongkongais disent qu'ils iront voter ce dimanche. Ça peut paraître raisonnable comme chiffre, mais il faut se rappeler qu'aux élections législatives de 2016, la participation avait dépassé les 80%. Alors, face à la menace de l'abstention, la réponse de l'exécutif est contradictoire. On l'a vu, d'un côté, appeler à boycotter les élections est illégal et les autorités disent aux Hongkongais que leur devoir est d'aller voter. De l'autre côté, Carrie Lam, la chef de l'exécutif, a elle déclaré que s'il y avait peu de participation à ces élections, ça signifierait qu'en fait les électeurs font confiance au gouvernement. En tout cas, tout est fait pour encourager la participation. Les résidents ont reçu des SMS leur disant d'aller voter, des entreprises ont donné des jours de congé et les transports en commun sont gratuits. Il faut également noter que la Chine continentale ouvre sa frontière. Les Hongkongais qui vivent en Chine ont le droit aujourd'hui de passer la frontière à pied, de voter dans des bureaux qui leur sont spécialement dédiés avant de revenir sur le continent, alors qu'en temps normal, avec la pandémie, les frontières chinoises sont évidemment fermées. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Viva.